le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, affirme au monde entier que l'OTAN a déclaré la guerre à la Russie. On ne peut pas vraiment lui en vouloir, il est âgé. Regardez-le, et je suppose qu'il mélange un peu les choses. Parce qu'à ma dernière vérification, ce sont les chars russes qui sont entrés en Ukraine. Et si des soldats de l'OTAN participaient réellement à cette guerre, l'armée russe serait repoussée jusqu'en Sibérie. Pendant ce temps, Lavrov menace l'OTAN. Des avions de chasse russes cogent certes de pénétrer en Alaska. Entrons directement dans le sujet de cette vidéo, en commençant par les propos précis de Lavrov. Écoutons les vieux mensonges russes. Agir selon tous les principes de la Charte des Nations Unies de façon globale et attentive. Comment ils sont interconnectés, c'est jeter les bases du développement progressif de tous les États, sans exception, grands et petits. Refuser de se conformer aux principes de la Charte, c'est une expression de nouvelles ambitions coloniales menant à une montée de l'instabilité mondiale et à la multiplication des conflits régionaux. Un exemple clé de cela est la crise ukrainienne, qui a été provoquée par l'Occident collectif. Et nous connaissons aussi, bien sûr, l'histoire du colonialisme en Afrique, où les frontières ont été tracées arbitrairement sans aucun souci de la nationalité. Confession sur les armes. Et pour revenir à l'Ukraine, l'OTAN et l'Union européenne ont essentiellement déclaré la guerre à mon pays et y participent directement. Pendant ce temps, Lavrov disait que le ministère russe de la Défense avait publié des images montrant des avions russes essayant d'entrer en Alaska. Heureusement, des avions américains ont intercepté et repoussé les avions russes. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que ce n'est rien de nouveau. La Russie fait ça presque toutes les 2 semaines. Ce qui est nouveau, c'est que le ministère russe publie maintenant des images de ces incidents, essayant d'effrayer les citoyens occidentaux. Et c'est simplement la tactique russe habituelle. Chaque fois qu'ils sont repoussés sur la ligne de front, chaque fois qu'on a l'impression que la Russie est en train de perdre, ils veulent intensifier la rhétorique selon laquelle la Russie peut détruire le monde. Et puis, bien sûr, la Russie a l'excuse évidente. Elle n'a pas commencé cette guerre. Cette guerre lui a été imposée par l'OTAN. Maintenant, c'est là que je veux vous montrer cet extrait que je vous ai déjà montré 1000 fois. Lorsque Lavrov était au sommet du G20 l'année dernière, il a dit à l'auditoire « Hé, cette guerre nous a été imposée là !» Et tout le monde a commencé à rire tellement fort que Lavrov ne savait plus quoi dire. Regardons ça. Vous savez, la guerre que nous essayons d'arrêter et qui a été lancée contre nous en utilisant l'Ukraine, le peuple ukrainien. Bien sûr, cela a influencé la politique de la Russie, y compris la politique énergétique. Et la façon directe de décrire ce qui a changé, ce qui a été modifié. Nous ne compterions plus sur aucun partenaire dans le monde. Tout le discours de Lavrov à l'Organisation des Nations Unies portait sur la façon dont la Russie défend la Charte des Nations Unies, le document fondateur auquel chaque pays adhère en rejoignant l'Organisation des Nations Unies. Mais je ne pense pas qu'il ait réellement lu le document. Parce que je veux vous montrer quelque chose. Et vous me direz si vous pensez que la Russie a déjà lu ceci. Voici donc la Charte des Nations Unies, que chaque membre est censé suivre et respecter. Et voici le premier article, le premier point. Chaque membre doit maintenir la paix et la sécurité internationale. C'est littéralement la première ligne du contrat que vous avez signé, en rejoignant l'Organisation des Nations Unies. Et Lavrov n'arrête pas de mentionner cette charte sans vraiment la lire. C'est exactement pour ça que les autres dirigeants ne prennent pas Lavrov au sérieux. Et puis, quand ils disent qu'on entend quelque chose d'un peu trop vrai. Les médias russes deviennent extrêmement furieux lorsque les diplomates russes sont manqués de respect. C'est ce qui s'est produit hier. Le secrétaire général de l'OTAN a parlé de Lavrov, et les médias russes ont totalement perdu la tête. Écoutez-le vous-même. Lavrov est ministre des Affaires étrangères de la Russie, je crois, depuis toujours. Depuis, rien de normal n'est sorti de sa bouche. Ne prêtons donc pas trop attention à monsieur Lavrov. C'était agréable à entendre. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai pensé que c'était de l'intelligence artificielle, mais j'ai vérifié 2 fois, 3 fois, et c'est vraiment arrivé. Et je suis content que ce soit arrivé. Maintenant, heureusement pour les médias russes,
Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'énerver à ce sujet. Ils ont bien plus de choses à s'inquiéter qu'un simple commentaire du secrétaire général de l'OTAN. Vous voyez, le président des États-Unis qualifie désormais publiquement la Russie de tigre de papier. C'est difficile à ignorer, même pour Vladimir Poutine. Maintenant, le Kremlin est extrêmement en colère à ce sujet parce que tous les responsables du Kremlin font des déclarations publiques sur ce qu'a dit le président Trump. Donc d'abord, je veux vous montrer exactement ce qu'il a dit, puis nous pourrons passer aux déclarations du Kremlin. Je suis très déçu par Poutine. Il s'est battu durement et longtemps. Et ils ont perdu des millions. Ils ont perdu environ 1 million de soldats. Malgré les bombardements intensifs des 2 dernières semaines, ils ont gagné très peu de territoire. Pensez-y, ils n'ont presque rien gagné en territoire. Je ne traiterai jamais personne de tigre de papier, mais la Russie a dépensé des millions et des millions de dollars en bombes, missiles, munitions et vies humaines. Leur vie. Et ils n'ont pratiquement gagné aucun territoire. Je pense qu'il est temps d'arrêter. À ce moment-là, littéralement, le monde entier regardait. Et encore une fois, je sais que le monde entier regarde déjà la politique américaine tout le temps. Nous sommes le principal spectacle en ville. Mais cette semaine-là, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies se tenait à New York. Et cela signifie que tout le monde prêtait attention à ce qui se passait aux États-Unis. Et c'était le message que le président Trump envoyait à propos de la Russie. Donc, bien sûr, Poutine n'est pas content. Mais ce n'est pas Poutine qui a répondu à ce message, c'est l'ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev, qui a répondu. Et voici ce qu'il a dit. Il se passe quelque chose à New York. Le clown bandit a de la coke et des tremblements, et le sondage a du sommeil dans la bouche. Et Donald Trump est à nouveau entré dans une réalité alternative et a lancé une série de sorts politiques sur le thème de la faiblesse de la Russie. Après la réunion avec les clowns de Kiev et Paris, il a publié un post percutant. Il y a la victoire finale de Kiev, le retour aux frontières précédentes, l'économie militaire ratée de la Russie, les files d'attente pour l'essence et le tigre de papier. Dans cette réalité, tout change. Kiev remporte la victoire et la Russie se divise. L'économie ukrainienne croissait avec confiance grâce à ses ressources. Dans cette réalité, les prédécesseurs de Trump, Obama et Biden vivent depuis longtemps heureux. Mais Trump n'est pas comme ça. Aucun doute qu'il reviendra, comme toujours, sans doute dans quelques jours. Il proposera à un pianiste vert de signer une reddition ou de s'envoler vers Mars avec Musk, dont il s'est séparé, ou faire autre chose de très important qui lui permettra de prétendre au prix Nobel. L'essentiel est de changer fréquemment et radicalement de point de vue sur différentes questions, et tout ira bien. C'est l'essence d'une gouvernance étatique réussie via les réseaux sociaux. En gros, c'était Medvedev qui écrivait tout un essai pour dire au monde à quel point il se fiche de ce que dit le président Trump. Parce que c'est exactement ce que ferait quelqu'un qui s'en fiche. Passer des heures à boire de la vodka et à taper un message, en répondant au message dont tu te fiches. Apparemment. Mais tu vois, le truc, c'est que ce n'était pas seulement Medvedev qui a répondu. La Russie a dû faire intervenir tout le monde. Donc, on a aussi une déclaration du porte-parole de Poutine, Peskov, qui a fait la déclaration la plus stupide que j'ai jamais vue de la part d'un officiel. Selon Peskov, la Russie n'est pas un tigre mais un ours, et il n'existe pas d'ours au poivre. Donc techniquement, Trump a tort. C'est un débat de niveau lycée. En fait, ce n'est même pas du niveau lycée. C'est un débat de niveau élémentaire que la Russie sort là, pendant que leur armée est repoussée et que leur économie part en vrille. On peut clairement voir à quel point la Russie est vraiment une superpuissance. Les commentaires du président Trump ont clairement touché un point sensible et la réaction n'a pas été bonne. Le mieux, c'est que les dirigeants de l'OTAN intensifient leurs efforts. Tout le monde se moque de la façon dont la Russie réagit et souligne clairement que c'est quelque chose qui touche un point trop sensible. Voici ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN à propos de la réaction russe, mais... Je pense que le président Trump a parfaitement réagi en disant « Parlez du tigre de papier ». Hier, les Russes ont répété toute la journée « Nous ne sommes pas un tigre de papier, mais un ours ». Et quand tu vois un ours, tu sais que tu vois un ours, non? Mais tu le remarqueras, oui. Mais cela signifie que la Russie est en insécurité
et que le président Trump a réussi à toucher un nerf, probablement aux plus hauts échelons du Kremlin. D'accord. Pourquoi? Parce que je suis étudiant en histoire. Poutine, passionné d'histoire et fier de son pays, me placerait dans une mauvaise position. Il a perdu 1 million de personnes maintenant, ou gravement blessées dans cette guerre. Il en perd maintenant en un mois. Les Soviétiques ils ont perdu en Afghanistan en un mois, autant qu'ils perdent actuellement en un mois. C'est la situation actuelle, et il n'obtient pas les progrès qu'il souhaite. Il y a ces longues files d'attente aux stations-service pour faire le plein d'essence. Les Ukrainiens parviennent à frapper les raffineries de pétrole russes, donc il n'est pas dans une bonne situation. Et je pense que le président Trump estime qu'il met la pression sur Poutine. Venez à la table des négociations. Et encore une fois, je dois vraiment faire une vidéo dédiée sur ce sujet. Mais la conversation ne devrait pas porter sur Poutine sacrifiant des soldats russes pour essayer de gagner du terrain. En fait, le mois dernier, l'armée russe a été repoussée. Ils ont été repoussés, mais très légèrement. Mais au final, le fait est que Poutine perd des milliers de soldats pour perdre du terrain. Il finit avec un bilan négatif chaque mois. Pendant ce temps, le gouvernement russe doit augmenter les primes qu'il offre aux nouvelles recrues afin d'avoir suffisamment de chair à canon pour les lignes de front. La situation n'est pas bonne pour la Russie, et les frappes ukrainiennes ou à l'intérieur du cœur du territoire russe ne font qu'empirer les choses. Puis, il y a la déclaration faite aujourd'hui par le président Zelensky. Et c'était une menace très directe envers chaque responsable russe qui ordonne le meurtre de citoyens ukrainiens. Écoutons ce qu'était cet avertissement. Si nous disposons d'une arme à longue portée des États-Unis, nous l'utilisons. Contre Moscou? Nous ne sommes pas des terroristes, même nous, notre peuple. Pour aujourd'hui, ils détestent les Russes parce qu'ils ont commencé la guerre et qu'ils nous ont tués. Mais tout notre peuple comprend que nous n'avons pas besoin d'attaquer des civils. Et ils ont attaqué le bureau du Premier ministre? Oui, il a attaqué. Alors, si quoi? Diriez-vous à quelqu'un qui travaille aujourd'hui au Kremlin, lui diriez-vous, pour qu'il connaisse l'emplacement de l'abri antibombe le plus proche? Tout d'abord, ils doivent savoir où se trouvent les abris antibombes. S'ils ne mettent pas fin à la guerre, ils en auront besoin de toute façon. Eh bien, devinez quoi? Notre bon vieux pote Dmitri Medvedev a encore répondu à cette déclaration. Et voici ce qu'il a dit. Le drogué de Kiev a déclaré que le Kremlin devrait savoir où se trouve un abri antibombe afin que ses occupants puissent s'y cacher lorsqu'il utilisera des armes américaines à longue portée. Ce que ce taré doit savoir, c'est que la Russie peut aussi utiliser des armes contre lesquelles un abri antibombe ne protégera pas. Les Américains devraient aussi s'en souvenir. Je pense que Medvedev oublie que la dernière fois qu'il a menacé l'Amérique avec des armes nucléaires, le président Trump a placé un sous-marin nucléaire au large des côtes russes. Ensuite, les responsables du Kremlin, dont Peskov, ont dû déclarer publiquement que Medvedev n'a aucun pouvoir réel en Russie. C'est juste un type sans importance qui était ami avec Poutine, donc il a pu faire semblant d'être président pendant 4 ans, pendant que Poutine était occupé à changer la constitution de la Fédération de Russie. Et maintenant, Medvedev n'a plus rien d'important à faire, alors il tweete simplement chaque fois qu'il boit trop. Mais sérieusement, vous avez remarqué que Poutine ne réagit à rien de tout ça? Et c'est toujours Medvedev ou Peskov, ou quelqu'un d'autre qui transmet le message à sa place. Eh bien, c'est quelque chose dont nous avons discuté avec nul autre que Jason G. Smart lorsqu'il était sur notre podcast il y a seulement quelques semaines. Et voici comment nous avons expliqué pourquoi tout le monde répond. Mais Poutine, écoutons. Il y a une raison très simple à cela. C'est que dans la culture russe, et toute personne qui essaie de comprendre la Russie pour le reste de sa vie, remarquez ceci. Gardez un œil là-dessus. La Russie compte plusieurs catégories. Au sommet, il y a Poutine, qui n'évoque jamais une troisième guerre mondiale. Il sous-entend parfois certaines choses, et c'est déjà très extrême. Mais ce qu'il ne fera jamais, vraiment jamais, c'est ça. Il ne dira jamais que Trump ou Biden est idiot ou incompétent. Jamais. Pourquoi ? Le rôle de Poutine est de toujours donner l'impression qu'il est au-dessus de la mêlée. Gardez à l'esprit, c'est une dictature, chacun a son rôle, ils choisissent simplement de faire ce qu'ils veulent, c'est son rôle. Il donne l'impression d'être au-dessus de la mêlée, c'est un diplomate sérieux, il est, etc. Mais ceux sous lui doivent être des chiens d'attaque. Et c'est pourquoi vous avez des gens comme Medvedev, comme la presse populaire, qui est soutenue ou contrôlée par le Kremlin, qui publie ces déclarations de propagande vraiment extrêmes à ce sujet.
Nous pourrions déclencher la Troisième Guerre mondiale et bombarder New York, Washington, Paris et Berlin. Ils n'agiront pas. Mais ils savent qu'ils doivent projeter de la force. Parce que les hauts dirigeants russes ne disent jamais cela, c'est parce qu'ils font toujours la distinction entre les deux. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, ne dit jamais ça. La semaine dernière, quand Trump a qualifié Poutine de fou, Peskov a répondu « Nous ne le prenons pas personnellement ». Nous savons que Trump subit une pression énorme et apprécions ses efforts pour la paix entre nos pays. Pourquoi dites-vous cela? Medvedev a ensuite déclaré « Nous allons déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ils ont des rôles différents. » Le représentant de Poutine doit affirmer que nous sommes au-dessus de la mêlée, de vrais diplomates, car c'est ce que la population russe attend. Ceux qui doivent agir comme des clowns, les propagandistes Sobolev et ces autres personnes, l'ancien président ivre Dmitri Medvedev, ils jouent à leur rôle au moment qui est d'être les fauteurs de guerre. Et vous savez, Medvedev aussi, je pense qu'il suit la chaîne ou quelque chose comme ça parce que nous n'avons jamais rien tweeté. Nous avons commencé à tweeter il y a 2 jours, et soudain, j'ai vu que Medvedev avait bloqué Business Basics sur Twitter. Vraiment? Donc il va voir ça, j'espère. Je veux encore rappeler à tout le monde que c'était il y a des semaines. Et comme prévu, la même chose dont on a parlé se passe en ce moment. Chaque fois que la Russie a l'impression de perdre, elle lâche ses chiens d'attaque. Ils font en sorte que la télévision russe commence à menacer d'une guerre nucléaire, et ils le font directement envers les États-Unis. Eh bien, maintenant, nous avons la plus grande émission en Russie qui menace de bombarder les États-Unis avec des armes nucléaires. Écoutez par vous-même. Il a posé un ultimatum. Donc, s'il y a un cessez-le-feu, c'est le plus important. Hier, Trump a commencé à nous poser des ultimatums. S'il y a un cessez-le-feu, la chose la plus importante, écoutez Trump. La Russie subira-t-elle des conséquences si Vladimir Poutine refuse d'arrêter la guerre après votre réunion de vendredi? Il y aura des conséquences. Des sanctions, des tarifs douaniers, il y en aura, je n'ai pas besoin de dire qu'il y aura des conséquences très sévères. Oui, il y aura des conséquences très sévères. Nous détruirons toute l'Ukraine. L'Amérique veut nous imposer des conséquences. A le droit d'imposer sa volonté au président de la Fédération de Russie que... Comment ça? Trump se trompe s'il croit pouvoir imposer sa loi à Poutine. Personne n'a le droit d'imposer sa volonté au président de la Fédération de Russie, qui a été élu par le peuple russe. Il représente les aspirations et les intérêts du peuple russe, leurs aspirations et leurs intérêts. Quand Donald Trump agit soudain comme s'il pouvait nous diriger et nous menace, nous pouvons en fait détruire l'Amérique. L'Amérique peut nous détruire, mais nous le pouvons plus vite et mieux. Notre territoire est plus vaste. Jusqu'ici, l'Occident ne comprend que la force. Nous devons leur parler par la force. Ils veulent nous dicter leurs conditions par la force. Ils n'ont aucune force. Nous pouvons tous les détruire avec des armes nucléaires. La force, c'est pourquoi il faut leur parler par la force. Ils veulent nous dicter leurs conditions par la force. Mais ils n'ont pas de force. Nous pouvons tous les détruire avec des armes nucléaires. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait créer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé, si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles et plus petites, plus que jamais. Mais je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur la façon de lancer et de développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de rassembler tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuite. Si vous voulez lancer votre chaîne, regardez cette vidéo sur YouTube via le lien en description ou la fiche à l'écran.